Mon général, mesdames et messieurs, pardon, nous allons reprendre nos échanges. Donc, nous accueillons pour cette deuxième partie de journée Madame Chantal Roche, Monsieur Alain Juillet et Monsieur Montpetit que nous allons présenter. Voilà, donc juste petit rappel pour les téléphones portables. Merci de les mettre sur silencieux ou mode avion. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Chantal Roche, donc pour vous présenter beaucoup de choses aussi à dire. Vous êtes médecin généraliste, vous avez exercé la médecine militaire durant 20 années, et à ce titre, vous avez participé à des opérations extérieures et missions embarquées. Après une première partie de carrière consacrée à la technique médicale et à la médecine de guerre, vous avez rejoint l'administration centrale. Vous êtes devenue directrice de la communication du service de santé des armées et une des porte-paroles du ministre. Vous quittez l'institution en 2019 et êtes aujourd'hui consultante au sein de l'Institut Thémis. Et notamment, vous êtes très engagée sur le thème du genre et vous avez à ce titre contribué aussi à la réflexion et à la conception du plan mixité voulu par Madame la ministre des Armées. Monsieur Alain Juillet, vous avez été officier au service action du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, avant d'être cadre puis dirigeant d'entreprises françaises et étrangères et d'être nommé fin 2002 directeur du renseignement à la DGSE. Vous avez ensuite été nommé haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre jusqu'en 2009. Vous avez également été auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale et de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Vous êtes aujourd'hui président de l'Académie d'intelligence économique et conseiller senior au cabinet d'avocats Auric. Monsieur Pascal Montpetit, donc vous avez dirigé des entreprises en France, en Suisse alémanique, Allemagne, Italie, Russie, États-Unis. Vous avez été membre du management group de Sandvik Tooling, donc une entreprise suédoise. Et depuis 2010, vous conseillez les groupes multinationaux confrontés donc à plusieurs points centraux. D'abord confrontés aux challenges interculturels lors des négociations avec les gouvernements étrangers, mais également devant faire face aux tensions entre les membres de comités de direction internationaux. Et vous intervenez aussi dans la préparation d'équipes binationales lors des fusions ou des acquisitions. Monsieur Pascal Montpetit, parmi les thèmes de vos interventions figurent les 5 erreurs à ne pas commettre avec les Russes ou encore pourquoi les Américains et les Français ont du mal à coopérer. Au-delà du monde de l'entreprise, quels comportements ou incompréhensions génèrent des blocages les plus récurrents ? Alors, je vais avoir besoin du device qui fait marcher la PowerPoint. Merci. Ça ne marche pas. Ça va se lancer, vous avez le visuel en face de vous si vous souhaitez. D'accord. Sans retarder. Alors, je l'ai ici, mais je ne l'ai pas là. Voilà. Première chose que je voudrais faire remarquer en introduction, c'est que les multinationales vont avoir tendance à chercher à occulter la différence culturelle entre leurs collaborateurs en essayant de les fédérer sous un système de vision et de valeurs communes. Donc les directions des ressources humaines passent énormément de temps à essayer de définir un socle commun et ensuite à essayer de l'implanter. Et en réalité, dans la pratique, ça ne fonctionne pas beaucoup. Et on a affaire à pas mal de clashs industriels lors des fusions et acquisitions. Le plus célèbre étant probablement ce qui s'est passé lorsque les Allemands de Daimler ont essayé de fusionner avec les Américains de Chrysler. Chrysler était en crise. Les Allemands ont essayé d'expliquer aux Américains du Michigan comment on fabrique des voitures. Les Américains l'ont très mal pris. Il y a une véritable haine qui s'est développée entre les équipes allemandes et les équipes américaines. Et le résultat, c'est que 10 ans après, Daimler a dû quitter les États-Unis en y laissant à peu près 30 milliards de dollars, ce qui, pour mémoire, est 5 ou 6 fois ce que la Société Générale reproche à Jérôme Kerviel d'avoir perdu. Et il y a quantité d'exemples tels que celui-ci, Alcatel-Lucent, par exemple, etc., etc. Donc, même si on essaie d'occulter le fait interculturel ou le challenge interculturel, il vous rattrape toujours. Comme dirigeant d'entreprise
et comme consultant, j'ai observé 3 différences fondamentales dans le business entre les différentes nationalités. La première est le rapport à la règle. La deuxième, la façon de communiquer. La troisième, la prise de décision. Et je vais développer chacun de ces points, en démarrant par le rapport à la règle. Et pour ça, je vous invite à réfléchir à la problématique suivante. Imaginez chacun d'entre vous que vous êtes dans la voiture de votre meilleur ami et qu'il conduit trop vite. Il est en excès de vitesse. Ça peut se passer n'importe où. Il renverse un piéton et vous êtes le seul témoin humain. L'avocat de votre meilleur ami vous demande de prétendre qu'il roulait à une vitesse normale. Et comme vous êtes le seul témoin humain, tout dépend de ce que vous allez dire. Et la question est, qu'est-ce que vous devez plutôt faire? Est-ce que vous devez plutôt mentir en faveur de votre ami ou dire la vérité? Alors je ne vais pas demander à chacun d'entre vous ce que vous feriez, parce que j'en aurai pour plus d'un quart d'heure, mais je vais vous donner immédiatement les résultats de ce test qui a été inventé par un sociologue hollandais du nom de Trompenaars. Si je suis aux USA, 93% des gens disent la vérité. Si je suis en France, on est au milieu du tableau. Les Français, en règle générale, quand je fais faire ce test à des auditoires français, immédiatement, quelqu'un lève le bras et me dit « Pascal, est-ce que le piéton est mort ?» En fonction de l'état du piéton, le Français va prendre sa décision. Si je suis en Russie, 44% des gens vont dire la vérité. En d'autres termes, 56% des Russes vont mentir. Et quand je fais faire ce test à Moscou, où je suis assez souvent, ils me disent « Attends Pascal, c'est 20-80, c'est-à-dire 20% des Russes vont dire la vérité et 80% vont mentir. » C'est assez intéressant comme test parce que aujourd'hui, par exemple, vous avez quantité de gens qui ont pris l'avion dans des aéroports des pays du bas pour aller négocier des contrats avec des pays du haut, en s'imaginant que le contrat sera suivi à la règle parce qu'on l'a négocié depuis des années et des années. Et puis en réalité, les gens des pays du haut s'en fichent royalement. C'est-à-dire que vous allez signer le contrat avec eux, et puis à la première occasion, ils vont le trahir. Ça signifie aussi que les pays du haut sont des pays où on ne se fait pas confiance, les uns avec les autres. Et donc, si vous voulez opérer dans ces pays-là, il est extrêmement important de bâtir des relations véritablement amicales avec vos collaborateurs, des gens qui vous font confiance, en qui vous avez confiance, et ça va vous permettre de tirer votre épingle du jeu dans des mondes qui sont régi par les relations et par l'atteinte aux règles plutôt que par le droit. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de se demander quelles sont les causes racines de ces différences. Et en réalité, en analysant, on va se rendre compte que les pays du haut sont des pays soit orthodoxes, Russie, Bulgarie, Grèce, soit des pays confucianistes, Chine, Corée du Sud et même Japon. Les pays du milieu sont en règle générale des pays catholiques, France, Pologne, Espagne, Brésil, et les pays du Sud, en règle générale, des pays protestants. Ça veut dire que la religion a une empreinte extrêmement prégnante sur des décisions que nous avons à prendre dans notre vie quotidienne en tant que citoyen ou homme d'affaires. Souvent, quand je fais ce test, on me demande « Oui, mais alors où sont les pays musulmans ?» Il y a un seul, je ne sais pas pourquoi, il faudrait le demander à Trompenaars, il y a un seul pays musulman qui est l'Indonésie, qui est plutôt haut. J'ai fait faire ce test en Égypte, au Burkina Faso, où il y a 60% de musulmans, en Guinée-Conakry, 70-80%. Et ce qui était fascinant à chaque fois, c'est qu'ils étaient écartelés, j'ai passé 2 heures sur cette slide en Égypte, ils sont écartelés entre le Coran, qui leur demande d'être en bas, et la vie quotidienne dans les pays musulmans, où en réalité, on est tout en haut. Et pourquoi est-ce qu'on est tout en haut dans les pays musulmans? Parce que ce sont en règle générale, et même quasi systématiquement, des pays de culture tribale. Et évidemment, votre meilleur ami, c'est votre frère, il fait partie du même village, et vous n'allez jamais le trahir. Et donc, il y a une espèce de schizophrénie entre ce que vous demande le Coran et la façon dont vous devez agir tous les jours sous la pression du village. Alors, en France, la France, en réalité, l'art d'être français, ou de travailler pour une boîte française quand on est étranger, et de savoir en permanence manager la zone grise, savoir nager dans une zone grise. Constitution de 1958, article 15, le président de la République est le chef des armées.
Article 21, le Premier ministre est responsable de la défense nationale. Ça peut paraître clair comme situation pour les militaires qui sont ici. Moi, je peux vous dire que quand je fais lire cet article à un Américain ou à un Allemand, c'est pas clair du tout pour lui. C'est qui le chef quand il y a un conflit? Quand vous lisez la Constitution de 58, c'est pas clair. Alors, De Gaulle a inventé la notion de domaine réservé, qui est une forme de jurisprudence politique qui a été suivie par ses successeurs. Mais si vous collez à la Constitution, le texte fondamental en soi n'est pas très clair. Le résultat, c'est que dans les multinationales françaises, en règle générale, la gouvernance n'est jamais claire non plus. Je m'amuse souvent lorsque je forme des cadres supérieurs. Imaginons par exemple qu'une banque envoie un directeur financier français diriger sa filiale en Côte d'Ivoire. Alors je demande au directeur financier français, vous allez avoir deux patrons finalement, le patron de la banque en Côte d'Ivoire et le patron de la direction financière en France. Ah oui, Pascal, c'est tout à fait ça. Ok, c'est qui votre vrai boss? Ah, j'en sais rien. Et je me pose moi-même la question et j'ai rendez-vous avec les DRH la semaine prochaine pour savoir qui va me commander parce que je n'en sais rien. Et en réalité, il n'en sait rien parce qu'on ne veut pas qu'il sache. Parce qu'il y a deux barons. Il y a un baron qui est le directeur local, il y a un baron qui est le directeur financier. Et si on décide que c'est le directeur local qui est le chef, dans ce cas-là, le directeur financier sera frustré. Et si on décide que c'est le directeur financier, le directeur local sera frustré. Donc on cache le problème sous le tapis. Et quand le problème sort du tapis, parce que ça finit toujours par sortir du tapis, on se débrouille. Voilà. C'est pas une critique d'ailleurs, c'est un fait. Hein. Il ne faut jamais juger dans l'interculturel. C'est un fait qu'il faut prendre en compte. Moi, je peux vous dire que dans les boîtes américaines ou dans les boîtes suédoises, par exemple, la gouvernance, elle est parfaitement définie et ça aide. Deuxièmement, la manière de communiquer. J'utilise toujours ce poème de Jean Toulet que j'ai trouvé dans un bouquin d'Ormesson, l'anthologie de la poésie française. Jean Toulet était un poète de la fin du XIXe siècle qui a écrit « À Londres, je connus Bella, princesse moins lointaine que son mari le capitaine, qui n'était jamais là. » Je précise que c'était un capitaine de la marine marchande. Quand je demande à des Allemands, par exemple, ça veut dire quoi ça? C'est simple, Pascal, il habitait Londres et il avait une amie qui s'appelait Bella et dont le mari était capitaine. Et tu peux essayer un peu de creuser? Non, c'est clair, c'est écrit. Donc ça veut dire, si vous voulez, que vous avez deux types de communication. Vous avez une communication où certains peuples prennent les mots dans leur signification première, et une communication où d'autres peuples utilisent une petite musique avec une signification cachée par allusion. Et les premiers, c'est-à-dire ceux qui utilisent les mots dans leur signification première, ne vont pas comprendre ce que disent les seconds. Et vont les trouver en conséquence hypocrites. Il ne dit pas ce qu'il pense, il utilise toujours des images, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Et les deuxièmes, ceux qui sont implicites, comme nous, Français, nous le sommes, eh bien, nous allons trouver les gens explicites brutaux. Je me suis amusé à faire ce test avec une jeune femme russe, les Russes étant explicites. Cette jeune femme a vécu 4 ans en France, elle a fait ses études à Mines Nancy, elle parle parfaitement le français et elle a un poste de cadre dirigeant dans une multinationale française à Moscou. Elle s'appelle Maria. Je lui ai dit, Maria, ça veut dire quoi ça? Alors qu'elle est parfaitement bilingue français. Et après une minute de réflexion, elle m'a dit, Pascal, il y a un truc qui ne va pas dans cette phrase-là. Si elle est princesse, elle ne peut pas être mariée seulement à un capitaine. Elle n'a pas du tout vu la malice qu'il y avait. Alors la conséquence pour les Français, c'est qu'en règle générale, on nous reproche 2 choses dans les multinationales. Premièrement, nous ne sommes pas clairs. Et deuxièmement, nous ne donnons pas de feedback. L'exemple utilisé le plus souvent par les collaborateurs étrangers de multinationales françaises, c'est le patron français qui dit « c'est pas mal ». Si vous dites « c'est pas mal » à un Américain, un Russe ou un Allemand, il comprend « c'est pas bien ». Parce que si c'était bien, il dirait que c'est bien. Voilà, donc il faut beaucoup travailler là-dessus. Autre chose qui dirige la façon de communiquer, c'est est-ce qu'on va communiquer ou négocier de façon conflictuelle ou est-ce qu'on va être dans l'évitement du conflit, voire même dans la recherche de partenariats. Alors la France est éminemment un pays conflictuel. 1789, 1830, 1848, 1871, 1968.
Maintenant, on a les gilets jaunes, plus de guerre mondiale, colonisation, décolonisation, le tout en 250 ans. On est les champions du monde du conflit. À l'inverse, vous avez un certain nombre de pays, l'Allemagne par exemple, qui sont dans la recherche du compromis. Raison également historique, Bismarck, premier chancelier allemand, craignant la montée du marxisme, décide de donner des droits sociaux aux travailleurs allemands dès les années 1870, alors qu'il a fallu 50 ans aux travailleurs français pour obtenir les mêmes droits sociaux à coup de grève et de révolte. Résultat, aujourd'hui, les relations sociales en Allemagne sont apaisées et les relations sociales en France sont conflictuelles. Alors après, il faut s'amuser à croiser cette dimension explicite-implicite et conflictuelle ou évitement du conflit. Donc je le rappelle, hein, explicite, c'est les mots dans leur première signification. Implicite, c'est une petite musique. Conflictuel, c'est une démarche qui consiste à chercher la cogne dès qu'on est en relation d'affaires, par exemple. Et évitement du conflit, c'est une démarche qui consiste à rechercher le partenariat. Alors, vous avez des pays qui sont explicites et conflictuels. La Russie, par exemple. Donc si je fais une proposition commerciale à un Russe et qu'il ne m'apprécie pas, ou qu'il n'apprécie pas cette proposition commerciale, le Russe va me dire, et ça m'est arrivé chez Kamaz, exactement comme ça, négociation difficile, j'invente une proposition, mon interlocuteur me dit, votre proposition est stupide. Alors ça ne veut pas dire que la négociation est finie, ça veut dire que ce que j'ai dit maintenant est stupide, mais peut-être dans 5 minutes, je vais dire quelque chose d'intelligent. Mais pour lui, en ce moment, c'est stupide. Un Français va vous dire, vous êtes sûr qu'elle est censée, votre proposition ? Il est direct, c'est-à-dire il est agressif, mais il est implicite. Et le Russe va lui dire, bah, bien sûr elle est censée, sinon je ne vous l'aurais pas faite. Parce que le Russe étant lui explicite, il s'imagine que le Français lui a posé une question. Et le Français va lui répondre, je viens de vous dire qu'elle est stupide. Et le Russe va lui dire, non, vous m'avez posé une question. L'Américain qui est explicite et qui est dans la recherche du win-win va vous dire, elle est intéressante ta proposition et on peut l'améliorer ensemble. Alors nous, Français, on va se dire, ça y est, il est intéressé, j'ai fait l'affaire. En réalité, la première phrase est cosmétique, c'est de la bonne citoyenneté. Ce qui compte, c'est ce qui vient après le « et ». Mais nous, on ne l'écoutera pas parce qu'on a l'impression d'avoir fait l'affaire. En réalité, cette phrase dit « je ne suis pas d'accord avec toi et je vais t'expliquer comment on va faire ». Et puis vous avez les gens qui sont implicites et qui sont dans l'évitement. Donc là, on a beaucoup de gens en Asie, Chine, Japon, mais on a aussi des gens en Suède, par exemple, beaucoup de pays neutres, qui vont vous dire « écoute, your proposal is quite interesting, c'est assez intéressant ce que tu viens de dire, mais on n'a pas de budget cette année, donc il va falloir que tu reviennes plus tard. » Ce qui signifie on n'en a strictement rien à faire et ne viens pas nous embêter avant 5 ans. Ce qui est assez fascinant dans cette slide, c'est que ces 4 phrases veulent dire la même chose. Et que donc, même si vous parlez couramment la langue d'autrui, vous avez néanmoins besoin d'un petit traducteur interculturel en permanence pour comprendre ce que l'autre veut vous dire. Parler la langue d'autrui n'est pas suffisant. Voilà, dernière dimension, la prise de décision. Je pense qu'il y a 4 façons de prendre des décisions dans le monde. La première, c'est l'autocratie à la russe, issue d'Ivan le Terrible, hein, c'est-à-dire une relation directe entre le tsar et le peuple, le tsar ayant éradiqué l'aristocratie en les tuant jusqu'au dernier pour avoir une relation directe avec le peuple. Le tsar a des conseillers occultes, et lorsqu'il prend une décision, et c'est lui qui prend toutes les décisions, et il les prend lui-même, il les impose au peuple. Alors les Russes s'en amusent, hein, ils ont quantité de phrases. Le chef a toujours raison, le chef n'est pas en retard, il est retenu, tu es le chef, je suis le crétin, je suis le chef, tu es le crétin, etc. Ils vivent parfaitement bien avec ça, mais c'est à mon avis encore ce qu'on trouve dans la vie politique russe aujourd'hui, et c'est ce qu'on trouve en tout cas à la tête des multinationales russes, et ça explique pourquoi les Russes, alors qu'ils ont ils ont un potentiel extraordinaire, n'ont pas été capables de lancer une seule multinationale en 30 ans. C'est dans un monde complexe, si vous avez quelqu'un tout seul qui décide pour tout, vous ne pouvez pas être compétitif. De l'autre côté du spectre, vous avez les Américains où le chef fait un briefing à un groupe de projet transversal
avec un chef de projet qui est en réalité davantage un facilitateur, et il leur donne littéralement le pouvoir de décision à l'intérieur de ce briefing. Ce qu'on appelle la responsabilisation ou l'empowerment. Au milieu, vous avez deux cas de figure. Le premier, c'est ce qui se passe en particulier en Allemagne, où si par exemple on doit acheter une nouvelle machine-outil, on va confier la responsabilité de l'achat au contremaître qui aujourd'hui utilisent la machine-outil ancienne parce qu'on va leur dire « tu mets les mains dans le cambouis, tu sais de quoi tu parles, et en conséquence, tu vas choisir cette machine ». Lorsque les Allemands disent que le top management de Volkswagen ne connaissait pas l'existence du logiciel truqueur qui permettait de cacher la pollution, ils ont probablement vrai. Ils ont probablement raison. En France, le patron l'aurait su. En Allemagne, ce n'est pas nécessaire. Il avait donné la responsabilité au middle management, et le middle management a fait ce qu'il a estimé bon de faire. Et puis après, vous avez le système français. Alors le système français, c'est celui d'une délégation qui est en fait issue d'un monde aristocratique et féodal, où le patron de l'entreprise délègue au responsable de la production, qui va déléguer au jeune ingénieur des méthodes. Le jeune ingénieur des méthodes va essayer de créer un travail d'équipe en demandant à droite à gauche aux gens ce qu'ils en pensent, puis il va vite se rendre compte que personne n'est d'accord. Et donc, il va endosser le challenge, il va travailler comme un fou pour savoir quelle est la machine-outil qu'il faut acheter. Il va faire une proposition au directeur de l'usine, qui va dire c'est bien, qui va en parler au patron, qui va valider. Mais le pouvoir reste dans les mains du patron. Deux choses à retenir là-dessus. La première, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Moi, si je suis dans un avion dont le moteur droit est en train de brûler au décollage, je préfère avoir un commandant de bord qui soit, qui soit un autocrate, et parce qu'il a une demi-seconde pour décider, plutôt qu'un commandant de bord qui va réunir l'équipage pour leur demander ce qu'il faut faire. Donc en réalité, tout dépend des circonstances. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on parle beaucoup de responsabilisation dans les multinationales françaises. C'est-à-dire on veut passer de la cascade de délégation à l'empowerment, mais on en est totalement incapable parce que la base de l'empowerment, c'est un briefing extrêmement précis. C'est-à-dire voilà le contexte stratégique, voilà les objectifs que je te donne, voilà l'organisation que je mets à ta disposition, voilà la gouvernance de cette organisation, voilà les règles et processus que tu dois suivre. Je pense que c'est quelque chose qui existe à l'armée. Ça n'existe pas dans le monde du business français parce qu'on ne donne pas un scope, on donne une mission qui est en fait un adoubement chevaleresque. C'est tu as un haut potentiel, donc je te donne cette mission. Et à partir du moment où vous donnez une mission et non pas un briefing, vous ne pouvez pas pratiquer l'empowerment parce qu'en réalité, vous donnez les pleins pouvoirs et ça, vous n'allez jamais le faire comme patron d'entreprise. Donc la clé du passage de la délégation à l'empowerment, c'est le briefing, et les Français ne le pratiquent pas. Voilà, pour finir mon exposé, je voudrais dire qu'au-delà du problème des différences culturelles qu'il faut manager, il faut également... La diversité n'est pas un problème, c'est une opportunité à partir du moment où on fait de telle sorte que les gens puissent apprendre les uns des autres. Alors ça, c'est quelque chose qui a été découvert par des chercheurs à Harvard en 1995. À ma connaissance, il n'y a pas encore de méthodologie systématique pour apprendre les uns des autres. Sur le management de la diversité, je voudrais vous donner un exemple qui est une histoire réelle. C'est une entreprise, il y a une dizaine d'années, une entreprise de bâtiments et travaux publics anglaise était fatiguée de se faire voler ses engins de travaux publics. Et les engins de travaux publics, ils ont toujours l'air de ça. Partout dans le monde, ça ressemble à ça, un engin de travaux publics. Donc, ils ont réuni un panel d'experts, des responsables d'assurance, des responsables de sécurité, des responsables techniques, des constructeurs, etc. etc. Et ils ont eu la bonne idée, dans ce panel, d'inviter un peintre. Pas un peintre en bâtiment, un artiste peintre. Et donc, tout le monde, pendant une journée, a essayé de travailler sur des solutions techniques permettant de bloquer les volants, etc., pour qu'on ne vole pas les engins. Et il n'y arrivait pas. Et le peintre a dit... peignez-les en rose. Pourquoi ? Parce que si un engin de travaux publics est rose et qu'il a été volé, on va le repérer tout de suite. S'il est jaune et qu'il a été volé, on ne va pas le repérer, il va se retrouver le lendemain à 300 km de là, au milieu des autres engins jaunes, et finalement, vous ne le retrouverez jamais. Ils ont mis en application cette idée, ils ne se sont plus jamais fait piquer un engin. Voilà. D'où l'intérêt
partout, je crois, même dans votre contexte, d'avoir des équipes projets aussi diverses que possible, de façon à pouvoir faire levier sur les différentes opinions, les différentes cultures, qui peuvent être des cultures nationales ou des cultures professionnelles. Voilà, je vous remercie. Alors, Monsieur Juillet, donc vos activités professionnelles vous ont conduit aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans les hautes fonctions de l'État. Vous avez également exercé une activité de conseil en stratégie et développement à l'international pour le grand groupe français, mais également étranger. Alors, quel regard portez-vous justement sur la prise en compte du volet interculturel et également les différentes approches des secteurs, tant du secteur public que du secteur privé? Parce que là aussi, on peut être dans une confrontation, un choc des cultures. Oui, d'abord, bonjour à tous. Oui, ouais, mais ma petite expérience, je crois qu'il faut être très, très, très humble lorsqu'on parle d'international. Moi, me fait penser que d'abord, il ne faut pas oublier que les multinationales, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient à dominante française ou dominante étrangère, elles ont des objectifs. Et leur problème majeur, c'est que dans leur développement international, elles sont obligées, elles rachètent au fur et à mesure où elles absorbent des sociétés, des organisations dans le monde entier. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est un problème énorme pour les dirigeants de ces grands groupes, parce qu'il s'agit en définitive de fédérer des gens qui sont très différents les uns des autres, de faire adhérer à des objectifs, des gens qui sont à un objectif ou à des objectifs, des gens qui sont très différents et qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes et la même vision. Donc, il y a un énorme travail à faire dans toute multinationale pour justement arriver à ce qu'il y ait un état d'esprit, à ce qu'il y ait une âme en définitive. Et on s'aperçoit, enfin moi, mon expérience me fait dire qu'on s'aperçoit qu'en général, ça se fait à travers, d'une part, bien sûr, il faut des objectifs partagés, ça c'est clair, hein, des objectifs que tout le monde accepte, non pas sous la contrainte, mais parce qu'on pense que ce sont de beaux objectifs. Il faut que ça repose sur l'expertise des gens, parce que chaque société, chaque groupe de gens a des expertises particulières, il faut s'appuyer là-dessus. Mais si on ne s'intéresse qu'aux objectifs et à l'expertise, ce qui est le cas lorsqu'on fait des rachats d'entreprises, on regarde, c'est ça qu'on regarde, hein, on regarde l'expertise de l'entreprise et on regarde les objectifs qu'elle poursuit, qu'elle pourrait poursuivre dans le cadre du groupe. Et à chaque fois, c'est la même chose, on s'aperçoit que si on ne regarde que ça échoue. Là, on l'a vu avec les démonstrations dans les études de fusion-acquisition au niveau des grandes entreprises américaines en Europe et ailleurs, 60 à 70% des fusions échouent. Et nous-mêmes, tout à l'heure, je regardais le schéma que vous avez montré. Moi, ça me rappelait cette fantastique histoire de Renault avec Volvo, quand le président de Renault de l'époque, Schweitzer, avait voulu fusionner avec Volvo. Tout était prêt à le faire, tous les collaborateurs avaient tout préparé, les chefs se rencontrent, échec total, tout le monde repart. Pourquoi ? Parce que les Français sont arrivés avec une vision française, j'allais dire une vision d'inspecteur des finances, et ce n'est pas du tout une critique de M. Schweitzer, mais il n'avait pas compris que chez Volvo, chez les Suédois, ce n'est pas du tout la même chose. Et que ce qu'on fait en France, le comportement français qui a été expliqué, avec des Suédois, c'est un échec total. Et c'est ce qui s'est passé, ça n'a pas duré 24 heures, et ils ont claqué la porte. Et on a loupé une magnifique occasion de devenir à l'époque le premier opérateur européen. Donc problème, alors quand ça arrive, c'est quoi? Alors vous savez bien d'être expliqué très bien, vous avez eu de bonnes explications là-dessus, de mon point de vue. Bon, mais je crois qu'il faut, moi je voudrais y ajouter un certain nombre d'autres choses complémentaires, qui ne sont que complémentaires par rapport à ce qui a été dit, ou regarder les choses sous un angle un peu différent, si vous voulez. Et la première d'abord, c'est la connaissance, c'est l'histoire. Moi, je pense que pour pouvoir bien travailler avec une entreprise, pour pouvoir bien négocier avec des gens, quels qu'ils soient, dans un cadre d'entreprise ou autre, et au niveau international, pour pouvoir fédérer, il faut qu'il y ait une histoire commune. C'est-à-dire, il s'agit de connaître parfaitement ce qui s'est passé de l'autre côté, et à partir de ce qui s'est passé de l'autre côté, ce qui s'est passé chez vous, essayer de bâtir une histoire commune auquel les gens pourront adhérer. Alors l'histoire commune, ça peut être la fascination d'un patron génial. Ça peut être une spécialité que personne d'autre dans le monde ne peut avoir. Il y a 50 motifs différents. Mais il faut qu'il y ait une histoire, parce que je pense qu'une entreprise, pour
qu'elle se sente, pour qu'elle ait une âme, il faut que cette âme repose sur quelque chose. Il faut qu'elle repose sur un passé, sur un présent qui est positif. Et le deuxième point, c'est bien sûr la langue. On n'en parle pas assez, mais quand vous êtes, et moi je le vois pour avoir travaillé dans des grands groupes internationaux, avoir dirigé des groupes internationaux au niveau d'un pays ou d'un continent, ce qui m'a toujours frappé, moi, c'était le problème de la langue. Parce que si évidemment vous êtes au niveau international et que chacun parle sa langue, ben, c'est la tour de Babel, et on sait ce qui est arrivé dans la Bible à la tour de Babel. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est vrai qu'il faut imposer une langue commune à tout le monde. Moi, pour vous donner un exemple, moi, quand j'étais chez Jacob Suchard, c'était un groupe suisse-allemand qui a décidé de devenir leader mondial dans le café et le chocolat. Bon, ben, qu'est-ce qu'a fait le patron, qui était un Allemand? Il a sorti une note en disant, à partir de maintenant, tous les courriers sont en anglais, toutes les réunions sont en anglais, tout se fera en anglais. Hein, et si vous ne savez pas, je vous paye 15 jours de cours, mais il faut que vous parliez tous anglais parfaitement. Et du jour au lendemain, une boîte qui était déjà plus qu'européenne s'est mise à parler qu'anglais. Et il faut bien le dire aussi, ça a marché, puisque 4 ans après, on était second mondial, premier en chocolat et deuxième en café. Donc on avait pratiquement réussi notre coup. Mais c'était une mécanique. Pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il voulait que tout le monde se comprenne. Et c'est vrai que j'ai vu d'autres groupes où, lors des réunions des dirigeants des différentes sociétés du groupe, on se retrouvait dans une salle comme celle-là, et où chacun avait ses haut-parleurs sur les oreilles pour écouter la traduction qui était faite dans la salle à côté. Bon, eh ben, c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous ne pouvez pas avoir la qualité de l'échange nécessaire. Tout ce matin, le général le disait, hein, c'est très important de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se comprendre. Alors, il y a l'histoire, mais il y a aussi la langue. Or, en France, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à parler des langues étrangères. Alors, beaucoup de Français parlent des langues étrangères, mais dans les grandes entreprises françaises, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à imaginer simplement qu'on puisse parler dans une autre langue ou alors imposer sa propre langue aux autres. Le problème, c'est que le français, à part l'Afrique et l'Europe, et il n'y a pas beaucoup de monde qui parle français. Il vaut mieux parler aujourd'hui d'autres langues si vous voulez travailler avec les Américains, les Russes ou les Chinois. Ça, c'est sûr. Un autre point, c'est que je voulais évoquer aussi, parce que je crois que c'est très important également dans le cadre de cet échange d'interculturalité, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait un respect de chacun. Ça a été dit, je crois, tout à l'heure, ils nous disaient un peu aimer les autres. Ça a été dit ce matin, et je crois que c'est très juste. En définitive, si vous voulez que ça marche, eh bien, il faut aimer les autres. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'altérité, le principe que disait ce matin notre brillant professeur, hein, cette notion d'altérité qui est essentielle, à savoir qu'il faut que tout le monde dans l'entreprise est convaincu qu'il n'est pas traité en niveau numéro 2, mais que tout le monde a sa chance, que tout le monde peut réussir, que tout le monde peut être au meilleur niveau, parce que tout le monde est traité pareil. L'égalité de traitement, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, parce que quand vous regardez les filiales des grands groupes multinationaux, vous apercevez que très souvent, tous les dirigeants dans tous les coins du monde sont tous de la même origine, l'origine du siège ou l'origine des principaux actionnaires. Et ça pose problème. Parce qu'à partir du moment où tout le monde sait que dans le fera carrière jusqu'à un certain niveau, parce qu'ensuite c'est l'autre, quelles que soient ses qualités ou ses défauts, qui sera là parce que simplement il est du pays d'où vient là le groupe, eh bien je vous garantis que ça ne fonctionne très mal. Ou en tout cas, tôt ou tard, ça fonctionne mal. Et en plus, ils perdent de très bons cadres, parce qu'arrivé à un certain niveau, le cadre, sachant qu'il n'a pas d'avenir, eh bien, il bascule avec toute son expertise vers autre chose. Donc ça, c'est aussi, dans les grandes entreprises, c'est un vrai problème. Alors comment on fait pour essayer de tourner ça? Eh bien, la première chose pour essayer de tourner ces difficultés, ou du moins de les régler ou de les solutionner, si vous voulez, au moins partiellement, c'est la formation. La formation, c'est dans ces différents domaines. Ça a été évoqué tout à l'heure. Par exemple, pour des Français, il est important d'apprendre à travailler en groupe, en task force, comme on dit. Parce que nous sommes un des rares pays au monde où il y a un classement à la sortie des grandes écoles. Et ce classement, c'est une catastrophe. Parce que ça crée des niveaux et des rangs que les gens ont tendance à garder toute leur vie. Vous êtes aux États-Unis, moi j'ai fait des études à Stanford aux États-Unis, on n'a jamais eu une seule note. On travaillait en groupe, tous les 3 mois on nous changeait de groupe, et les professeurs nous jugeaient en fonction de notre sociabilité par rapport aux autres membres du groupe. Est-ce qu'on était capable ensemble de travailler à faire une mission, à remplir une mission? C'est là-dessus qu'on était jugé. Il n'y avait jamais un tel il a 18 et l'autre il a 15 et l'autre il a 10.
C'est un changement de mentalité. Et cette histoire de travailler en task force, on voit que dans les grands groupes internationaux, tout le monde y arrive. C'est-à-dire qu'on voit que dans tous les cas de figure, moi, tous les groupes que je connais, j'en connais pas mal, hein, pas seulement français, mais anglo-saxons et même chinois, dans tous les cas de figure, ils s'habituent à travailler en groupe. C'est-à-dire une mission, on regroupe des gens, et c'est là où, pour fédérer justement comment on fait, on ne regroupe pas des gens d'un service, mais on prend des gens qui sont des gens de différents services, de différentes activités, qui ne se connaissent pas au départ et qui, à travers cette mission, vont apprendre à se connaître, à partager ensemble des réflexions et des résultats. Et ensuite, c'est eux qui vont être les véhicules ou les porteurs, hein, du groupe et des capacités du groupe auprès de tous les gens qu'ils connaissent. Donc cette histoire de formation par le groupe est quelque chose que j'ai toujours trouvé très intéressant et qu'il faut bien reconnaître qu'en France, on a du mal à faire pour les raisons que j'expliquais plus tôt. Mais le deuxième, c'est la formation proprement dite. Là, on arrive aussi à l'interculturel, parce que quand on voit, par exemple, ça a été évoqué ce matin très brillamment par les uns et par les autres, mais quand on voit quelqu'un qui va partir à l'étranger, moi j'ai toujours très frappé de voir ça. Jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années, quand les gens partaient à l'étranger, ben ils partaient et puis découvraient sur place comment ça se passait. Bon, et évidemment, il y avait les pires problèmes, parce qu'il y avait des incompréhensions, il y avait une absence de culture. Pour les familles, ça y a eu des problèmes considérables, une inadaptation à ce qui se passait aux lois du pays, et ainsi de suite. Bon, alors que c'est maintenant ce qui est en train de se faire de plus en plus. Il y a des formations préalables, c'est-à-dire quand les expatriés ou leurs familles, je parle des grands groupes, hein, lorsque les expatriés et leurs familles vont partir quelque part, eh bien, ils ont une formation qui est assurée par des experts de l'entreprise ou extérieure et qui leur apprennent toutes les règles du jeu. Hein. Si vous êtes dans certains pays, ben, il faut respecter. Si vous êtes en Arabie Saoudite, jusqu'à il y a peu de temps, ben, une femme, il ne fallait pas qu'elle conduise. Eh bien oui, ça peut déplaire à des Françaises, mais c'est comme ça. Sinon, il ne faut pas aller en Arabie Saoudite, rester en France ou aller ailleurs, ou aller aux États-Unis. Bon, si on se fait arrêter par les policiers, je suis pensé en écoutant ce que vous disiez tout à l'heure, bon, si vous êtes aux États-Unis, que vous vous faites arrêter la nuit, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est des réflexes qu'il faut avoir aux États-Unis. Vous commencez par allumer le plafonnier de votre voiture pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture, et vous mettez les mains sur le volant et vous ne bougez pas. Parce que dans certains coins des États-Unis, si vous bougez, on tire. En France, je ne dirais pas que certains essaient d'échapper en écrasant le policier, mais c'est presque ça dans certains cas. Hein. On est donc à des opposés les uns des autres. Alors, moi je ne dis pas que l'un est bien, l'autre est mal, c'est pas du tout ça. Mais il faut connaître les règles du jeu là où vous êtes. Et souvent, ces règles du jeu, elles vous font faire des erreurs énormes. Je voyais tout à l'heure, quand je me souvenais moi d'une fois où j'étais au Japon avec un de mes patrons, je ne vous dirai pas la société, vous allez comprendre pourquoi. Et on était donc tous les deux, on arrive au Japon et il me dit on va rencontrer le président de la plus grosse société japonaise dans le domaine où on était. Très bien. Alors, il nous accueille, je vous parle de ça il y a 20 ans, 25 ans, hein, et il nous accueille en queue de pie parce qu'à l'époque, les présidents japonais étaient habillés bien pour recevoir des étrangers. Donc, il nous reçoit, grand chef, et puis nous, mon chef, mon président, lui parle et lui dit bon, alors voilà nos objectifs, on va faire ça. Vous êtes d'accord? Oui. Et puis on va faire ci et ça avec vous? Oui. Il nous a dit que oui. Et bon, au bout d'une demi-heure, on est sorti et mon président m'a dit on a fait un carton, ça valait vraiment le coup qu'on vienne au Japon parce qu'il a dit oui à tout. Et moi, qui suis un peu plus vieux que lui dans le métier, je lui ai dit faites attention parce qu'il ne peut pas vous dire autre chose. Il est le président, il n'a aucun pouvoir. Car au Japon, ça vient d'en bas. C'est le down top, hein, bottom up. C'est-à-dire que c'est les contremaîtres qui décident et ça remonte par échelon jusqu'au chef. Donc le chef, il est là que comme porte-parole des autres. À partir de ce moment-là, il ne négocie pas, contrairement aux Américains, par exemple. Donc on se retrouve, eh bien lui était parti dans ce sens. Et je pense toujours qu'en vous disant ça, il disait toujours oui. Moi je me souviens de négociations en Chine, là aussi il y a quelques années quand même, quand on allait négocier en Chine au tout début, à l'époque du commencement de l'ouverture de la Chine aux étrangers. Hein. En général, quand on était avec eux, on était 2 ou 3 Français ou occidentaux. En face, il y avait une douzaine de Chinois. Hein, et puis on discutait, on palabrait. Et c'était toujours pareil, dans les réunions, toujours oui. Parce que pour un Chinois, dire non, c'est perdre la face. Donc on ne peut pas perdre la face, c'est pas possible. Et on ne peut pas vous la faire perdre en disant non non plus. Donc c'est toujours oui. Donc comment on fait? Eh bien, la solution, dès qu'on le connaît, c'est très facile.
vous faites des interruptions de séance toutes les heures, et pendant l'interruption de séance, les interprètes et les autres vont voir l'autre côté en disant « Dis, le oui, ça voulait dire oui ou non ?» Et l'autre répond « Non, bien entendu. » Alors d'accord, ok. Alors on va revenir en séance et on reposera d'autres questions. Et ainsi de suite. Et vous voyez, et ça ne paraît pas. Mais si vous n'êtes pas préparé à ça, de même que toujours pour mes Chinois, mais ça marche encore aujourd'hui. Dans la plupart des cas, sauf dans les grandes sociétés très modernes aujourd'hui du numérique, mais sinon dans la plupart des sociétés chinoises, quand vous êtes dans une réunion, vous ne savez jamais qui est le décideur. Vous avez en face de vous des gens, il y en a un qui est le chef, il ne parle pratiquement pas celui-là. C'est même dire comme ça qu'on peut mieux le repérer. Ce n'est pas lui qui parle, c'est tous les autres. Comme ça, il ne se mouille pas. Et quand c'est lui à la fin qui va prendre la décision. Alors, si vous le savez, ben c'est facile. Mais si vous ne le savez pas, eh ben vous avez perdu, vous avez mal négocié, vous êtes fait avoir. Et pour vous donner encore d'autres exemples, pour montrer, c'est parce que je pense que c'est très important de comprendre cette différence, prendre en compte la différence culturelle, parce que chez les militaires, vous êtes professionnellement, on vous forme à ça, on vous entraîne à ça, et c'est ça qui est formidable, comme chez les Anglais ou comme chez les Américains. Il y a un effort formidable qui est fait, qui est tout juste en train de commencer dans les grandes entreprises françaises. Mais par contre, dans les entreprises multinationales, moi je peux vous assurer qu'il y en a qui marchent très très bien déjà comme ça. Et ça fonctionne. Mais il faut aussi, quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut de la culture, il faut travailler sur les problèmes de culture, il faut aussi bien, parce qu'il faut bien comprendre les gens qu'on a en face de soi. Je vous citais le cas des négociations, on disait oui ou non, bon, ça c'est un peu caricatural, mais on voit beaucoup d'autres choses. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé avec Ghosn. L'histoire de Carlos Ghosn, elle est incompréhensible pour un Français s'il ne connaît pas la mentalité japonaise. Ça, je vous le certifie. Et si vous vouliez, je sais pas, on n'a pas le temps, il faudrait 2 heures. Mais si je vous explique l'affaire Ghosn d'un bout à l'autre, ça sortira dans la presse, pas dans les journaux, mais dans des livres, ça sortira dans quelques temps, et bien on s'apercevra que ce n'est pas du tout ce qui a été raconté. Mais par contre, il y a une colossale succession d'erreurs de compréhension et de culture entre les deux parties. Et pourtant, Ghosn, au départ, il était presque japonais, puisqu'il était devenu un shogun. Enfin, il était vraiment un représentant, un grand chef pour les Japonais, parce qu'il avait adressé Nissan. Et en plus, merveille des merveilles, il avait dit quelques mots en japonais à la télévision. Alors en plus, donc, il était considéré par eux au départ comme japonais. Aujourd'hui, c'est absolument le contraire. Enfin bon. Je voulais aussi ajouter que dans ce cadre-là, si vous voulez, dans le cadre de l'interculturalité, il faut bien voir que derrière l'objectif des grandes multinationales, comme je vous disais, c'est de fédérer et d'adhérer. En réalité, c'est de créer, par la formation, par l'étude de l'histoire, par les échanges, de créer une communauté de valeurs. Ça a été dit ce matin aussi, la communauté de valeurs. Elle est très importante. Je crois que c'est le général Gaye qui disait tout à l'heure. Et c'est très important, la communauté de valeurs, parce que c'est à travers ça qu'on est solidaire. On n'est pas solidaire sur un objectif. L'objectif, il vous permet de savoir où on va aller, il vous rassemble. Mais quand vous voulez vraiment faire partie du même corps, hein, il faut avoir des valeurs qui sont partagées par tout le monde. Et ces valeurs partagées par tout le monde, elles vous rendent tous solidaires. Chacun est avec l'autre, puisqu'on est tous en train de défendre les mêmes idées et les mêmes pratiques, en dépit du fait qu'on n'a pas la même culture, qu'on n'a pas du tout les mêmes réactions. Mais on est fédérés sur un certain nombre de valeurs communes. Et ces valeurs communes, il faut qu'elles respectent, c'est bien pour ça que je vous disais, on est différents, c'est aussi parce qu'il faut qu'on respecte des spécificités. Toutes les cultures, tous les pays, nous avons des spécificités. Si on n'y fait pas attention, on peut facilement disparaître parce qu'on va avoir des problèmes internes terribles. Je me souviens dans une autre entreprise, ça je peux vous toujours pas, mais c'est la même, c'est du chocolat et du café. On avait racheté la plus grosse affaire américaine de confiserie qui s'appelait Braque. Hein, et le slogan de Braque, c'était « Nobody treat America like Braque ». Personne ne traite l'Amérique comme Braque. Et l'emballage du papier, emballage en papier des bonbons, hein, c'était le drapeau américain. Très bien. Bon. Le collègue, qui est un collègue allemand, on parlait tout à l'heure, ça aussi, vous m'avez fait sourire, le collègue allemand qui avait été nommé patron, on avait repris la société, donc on avait envoyé des cadres allemands pour prendre la direction de l'affaire. Et il arrive, il dit « mais c'est pas un bel emballage pour ce bonbon, on va faire un bel emballage comme il y a chez nous ». Et comme nous, on avait une marque qui s'appelait Milka, qui faisait du chocolat, si vous savez que la vache, là, un chocolat violet, enfin l'emballage est violet, il a dit « on va faire tous les bonbons couleur Milka ».
Les ventes sont tombées de 90%. Parce qu'aux États-Unis, vous ne touchez pas au drapeau. Et ça, c'est un problème culturel. Des gens qui sont capables, quand les boys sont en train de faire la guerre ailleurs, de mettre des drapeaux devant toute leur maison, si vous ne touchez pas au drapeau chez eux, il faut comprendre ça pour ne pas faire cette erreur. Mais c'est une erreur qui a coûté une fortune, puisque ça a coulé la boîte. Et là, on est au cœur du problème culturel. Vous voyez ? Et là, c'est pas... Et je me souviens, en marketing, c'était une société française de cognac, en Chine. Ah, on avait, à l'époque, on vendait... Le cognac français se vendait beaucoup à Hong Kong, à Shanghai, et à Pékin, bien sûr. Et à l'époque, on avait des bouteilles qui étaient rouges, couleur rouge. Super, ça vendait très très bien. Mais si vous allez à Hong Kong, vous verrez que tous les casinos sont rouges, couleur rouge. Tous les grands restaurants sont de couleur rouge. Alors, pourquoi ? Parce que le rouge, c'est le signe de la joie. D'accord ? Donc, la fête. Donc, évidemment, quand vous avez une bouteille qui est rouge, ça veut dire que vous êtes heureux, vous faites la fête. Culture chinoise. Bon, nous, un marketing génial français dit, le rouge, c'est pas beau, on va faire du blanc. OK ? On a fait nos bouteilles en blanc, et ben on a perdu le marché. Pourquoi ? Parce que le blanc en Chine, c'est le signe de la mort. Quand vous êtes en blanc en Chine, c'est que vous êtes blanc. Et juste pour vous montrer que ce n'est pas uniquement les grandes entreprises qui arrivent et qui font ça, une ancienne candidate à la présidence de la République française, qui était allée faire un tour en Chine pour montrer qu'elle existait, est arrivée là-bas et elle a fait, alors je pense qu'on aurait dû la briefer, justement, on est là dans la culture, elle est arrivée en robe blanche. Échec total. Parce que ça veut dire qu'elle est demandée, est-ce qu'en France, vous êtes content que vous voyez quelqu'un arriver tout en noir, des pieds à la tête ? Et en plus, elle a fait la bise sur les 2 joues à l'interprète. On ne s'embrasse jamais en Chine. Jamais. On s'embrasse en Chine parce que le chinois est très pudique. C'est inconcevable qu'on puisse s'embrasser. À la rigueur, on se touche le bout du nez. C'est déjà le summum du vice. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait 2 bises, du coup, c'était fini. Son voyage a été loupé. Bon, j'aurais pu vous en citer d'autres, je cite elle parce que ça me vient à la tête. Donc, tout ça, je ne veux pas être trop long parce qu'on arrive à la fin de... ça va ? Je tiens encore ? Ah bon, alors excusez-moi, alors j'arrête alors. Donc, ce que je voulais vous dire, pour moi, c'est que les multinationales aujourd'hui, elles sont dans cette logique, indiscutablement. Il y a encore beaucoup à faire par rapport aux militaires qui ont beaucoup d'avance là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que si on ne fait pas cet effort, car c'est un effort, ça ne vient pas naturellement, si on ne fait pas un effort de construction de l'interculturalité pour être efficace, eh bien, on est garanti que son groupe, quel qu'il soit, aboutira à un échec, où que ce soit. Gérald, Chantal Roche, vous allez nous donner un éclairage un petit peu différent maintenant. Votre expérience de médecin militaire, puis de consultante au sein de l'Institut Thémis, vous a amené à travailler sur la thématique du genre, et ce sujet est encore aujourd'hui au cœur de vos travaux. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cette question est centrale et comment sa prise en compte apporte des solutions sur le terrain ? Alors, je vous remercie. Je ne sais pas si ça marche, là, les micros. Donc déjà, l'Institut Thémis que je représente aujourd'hui vous remercie de lui donner la parole. Et puis, à titre personnel, je suis très honorée de parler devant le général Gaille, que j'admire beaucoup. Et par ailleurs, je vous remercie également d'avoir accepté en fait ce sujet, le genre dans l'interculturalité. Bien sûr, c'est un sujet que je connais, donc c'est un petit peu pour ça que je vous l'ai proposé, mais je pense aussi que c'est une thématique qui est d'abord assez peu étudiée. J'ai trouvé assez peu de travaux de recherche et de publications sur ce sujet. Or, vous avez parlé tout à l'heure, messieurs, de l'importance de la diversité dans les multinationales, dans les entreprises. Et dans la diversité, à mon sens, il y a la thématique du genre à aborder. Alors, ce n'est pas l'ensemble, ce n'est pas un sujet global, mais c'est un sujet qu'on retrouve partout, transversal. C'est un sujet qui est toujours d'actualité, malgré 50 ans de travail à l'ONU sur la thématique de l'égalité femmes-hommes sur la planète. Nous allons fêter l'année prochaine les 25 ans de recommandations, alors en particulier les 25 ans de la conférence de Pékin, conférence sur le thème de l'égalité femmes-hommes qui avait fait l'objet de 12 recommandations
dont une recommandation était celle d'aborder l'intégration des femmes dans le domaine dans les conflits armés, et donc l'intégration des femmes, en l'occurrence dans le domaine de la sécurité-défense. On est bien du côté de notre interface. L'année prochaine, donc, on fêtera également les 20 ans de la première résolution, la 1325, qui est la déclinaison en fait de cette recommandation de 95. Et puis, je rappelle, parce que malheureusement, beaucoup ne le savent pas, cette année où le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la tête du G7, nous avons également lancé le 3e plan Femmes, Paix, Sécurité en France, qui est la déclinaison de la 1325 pour notre pays, et qui concerne bien sûr les armées et le domaine global de la sécurité et de la défense. L'investissement et la réflexion à ce sujet sont donc, à mon sens, d'autant plus intéressants pour les organisations qu'on retrouve de plus en plus de femmes sur le terrain et que leur approche semble appréciée, que leur style de leadership est également apprécié. Le genre me semble donc un paramètre important à prendre en compte. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la résolution des conflits et du maintien de la paix, c'est sûr, mais ce sujet transverse qu'il faut avoir, à mon sens, à l'esprit dans la conduite des projets ou des opérations me semble intéressant. Alors tout d'abord, avant de parler en fait de la place et du rôle des femmes dans les entreprises et dans les multinationales, en tout cas des perspectives, je pense qu'il est important de faire un état des lieux rapide. La place des femmes dans la guerre. Globalement, les femmes sont assez peu en armes. Alors, il y a quelqu'un dans la salle aujourd'hui, une amie, Camille Boutron, je ne sais pas où elle est, qui est chercheuse, qui est sociologue, qui est une spécialiste des femmes dans les combats armés en Colombie et en général en Amérique du Sud. Alors, elle pourrait en parler mieux que moi, mais globalement... Oui, il n'a pas vraiment d'intérêt, mon diaporama. Globalement, les femmes dans les conflits armés prennent rarement les armes, et quand elles prennent les armes, très souvent, c'est parce qu'en fait, la guerre est arrivée jusque dans les foyers. Donc, globalement, la conduite des opérations de guerre demeure un domaine masculin, et le domaine sécurité-défense, que je connais bien, après 37 ans au ministère des Armées et puis maintenant au sein de l'Institut Thémis, est un domaine fortement stéréotypé, traditionnellement dominé par une perspective masculine et la symbolique du corps, de la virilité et de la force physique. Même si l'on constate, c'est vrai, une féminisation des institutions militaires dans nos pays occidentaux, force est de constater que le plus souvent à l'écart des champs de bataille, les femmes sont en règle générale depuis la nuit des temps les victimes de la guerre. Les femmes et les filles continuent d'être victimes d'actes de violence. Elles sont violées, torturées, enlevées, humiliées, et nombre d'entre elles sont marginalisées après les conflits. Donc ce n'est pas juste une affaire de guerre, c'est aussi l'affaire du post-conflit, et c'est ce qui nous intéresse, parce qu'elles ont subi des sévices sexuels, elles sont tombées enceintes, elles sont rejetées. Alors elles font partie aussi des populations qui vont être déplacées massivement. En cela, elles sont déplacées avec des enfants et elles sont les plus pauvres. Elles sont donc vraiment les victimes de la guerre. Quelle place pour les femmes maintenant dans les sociétés, au sens large? Je ne parle pas des sociétés au titre des entreprises. Mais dans les sociétés, qu'on parle du viol, de la discrimination ou de l'accessibilité à l'éducation pour les femmes, la conclusion, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau mondial. Les inégalités dues aux préjugés perdurent, même en France. On sait que la plupart des cultures que l'on va rencontrer dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'interculturalité opérationnelle, sont bâties sur un mode patriarcal, et dans nombre de ces cultures, la femme, elle est souvent cantonnée en fait à la sphère privée, au foyer, et donc elle est invisible. On remarque actuellement un nombre croissant de groupes armés pour qui l'inégalité entre les femmes et les hommes n'est pas seulement un vestige de structures sociales traditionnelles, avec en relief la religion, mais un objectif stratégique conforme à une idéologie et à des attitudes misogynes à l'égard des droits et du rôle des femmes. Nous vivons donc encore dans un monde où les femmes sont globalement exclues des processus de paix et des décisions politiques. Au final, alors que les femmes sont à la base du développement, ce n'est pas moi qui le dis, les notions de paix et de développement sont intimement liées, alors qu'elles sont comment dirais-je, très peu, elles participent très peu aux décisions politiques, mais on sait
C'est prouvé par des rapports statistiques de l'ONU que lorsque on met des femmes autour des tables de négociation, non seulement on trouve plus facilement des solutions, mais quand on les met en œuvre, ça marche mieux et ça marche plus longtemps. Eh bien, alors qu'en fait, on rencontre aussi de plus en plus de femmes dans nos actions, je parle sous le contrôle de mon patron dans la salle, en Afrique, on rencontre des femmes qui sont très fortes, et pourtant, elles sont toujours très peu, en fait, comment dirais-je, le genre est très peu envisagé par ces décideurs qui interviennent au niveau politico-militaire. Et il faut pourtant encourager le développement des élites féminines, aider les gouvernements à mettre en œuvre des politiques inclusives pour l'autonomisation des femmes et leur plus grande participation à la sphère publique. Alors, quelle perspective, quelle place finalement pour les femmes dans les entreprises? Alors, on parle souvent de levier d'action de performance. Mais à mon sens, même si c'est un défi, je pense que derrière, en fait, l'intégration de plus de femmes dans nos entreprises, dans les armées, dans les entreprises sécurité-défense comme Thémis, je pense que c'est aussi une façon d'aller toucher de façon plus aisée, on va dire, les femmes qui sont de l'autre côté de l'interface et finalement de gagner en efficacité dans nos interventions. Donc pour nos organisations du domaine sécurité-défense qui œuvrent dans des pays déstabilisés, intégrer le paramètre gender dans leur réflexion est encore peut-être plus important pour être efficace que dans des multinationales dont nous venons d'entendre parler. Mais malheureusement, hier encore, j'étais chez l'ambassadrice du Canada en France et nous étions avec certaines amies qui sont dans la salle aujourd'hui, avec les Norvégiens, avec donc les Canadiens, des Argentins, et nous parlions en fait de cette place des femmes et de la mise en place de la 1325 qui date quand même de l'an 2000. Et malheureusement, non seulement ça n'avance pas vite, mais même en ce moment, on est plutôt en train de régresser. Pour exemple, les pourparlers de paix en Syrie en 2018, la part gender a été complètement occultée des pourparlers. La présence des femmes en action dans le domaine humanitaire, santé, droit, comme dans celui de la sécurité et défense, est importante depuis des décennies et elles ont souvent joué un rôle central de leadership en ce qui a trait à la lutte pour la survie d'innocents et celle des droits à la personne. Il ne s'agit pas seulement de répondre, lorsqu'on intègre des femmes dans nos entreprises ou dans les armées, à un cadre législatif, mais aussi de disposer d'un véritable atout lors des engagements opérationnels. Au-delà des seules compétences individuelles et collectives qu'elle engendre, la mixité est impérative lors de nos interventions. Si on oublie cette dimension de gender, le risque est double. Au niveau tactique, celui de n'être en contact qu'avec 50% de la population, à la fois en termes d'influence et en termes de recueil de renseignements. Au niveau opératif et stratégique, celui de manquer d'impliquer toutes les composantes de la population et de ses leaders présents ou à venir dans la sphère publique, pour la reconstruction ou simplement la consolidation d'une gouvernance. Il n'est pas anodin de voir nos plus proches alliés concrétiser cette approche en opération. Alors je parle par exemple de l'US Marine Corps avec ses actions avec des bataillons féminins en Afghanistan. Nos amis belges ou norvégiens cherchent également à recruter des femmes dans cet objectif, notamment en appui des forces spéciales. Et puis je n'ai pas le temps d'en parler, mais je vous invite aussi, pour ceux qui s'y intéressent, à regarder, à lire le rétexte de la mission de l'ONU pratiquée par l'Inde au Libéria, où des bataillons de police qui étaient entièrement féminisés ont fait un travail extraordinaire et en plus ont donné à voir à ces femmes sur place au Libéria. Et très honnêtement, c'est vraiment une mission qui a extrêmement bien réussi à tout point de vue, mais au niveau sociétal sur place, pas seulement au niveau de l'efficacité de la police. On a vraiment eu des retombées au niveau du pays, quoi. Alors pour l'Institut Thémis, tout d'abord, peut-être que des gens ne connaissent pas dans la salle, donc je profite de la parole qui m'est donnée pour faire un rappel rapide sur Thémis. Thémis est un groupe privé, un institut de formation, de recherche et d'expertise, dont l'action s'inscrit dans le cadre général du maintien de la paix. Il dispense par exemple des formations à de hauts responsables des ministères régaliens, comme les armées, la police ou encore des élus, des décideurs civils. Il intervient pour renforcer leurs compétences, afin que ces responsables
puissent agir tant au niveau national que dans des situations internationales dans le domaine de la sécurité et de la paix. L'autonomie stratégique pour les pays dans lesquels nous intervenons, leur autonomie stratégique est essentielle pour ces États. Pour les dirigeants de cet institut, quid de la place des femmes chez nous, on parle bien de notre interface. Qu'est-ce que ça apporte aux dirigeants de l'Institut? Alors tout d'abord, aucun secteur d'activité ne peut se passer de la mixité et de la diversité au sens large dont vous avez parlé tout à l'heure, messieurs. Pourquoi se priver effectivement de 50% des compétences techniques et des compétences managériales? Alors en cela, l'Institut Thémis donne l'exemple, puisque le directeur général est un homme, mais la présidente est une femme. Le directeur général fait un constat: la mixité dans son institut enrichit les relations entre les experts qui découvrent que dans leur secteur, les femmes possèdent des compétences qu'ils n'ont pas. Et par ailleurs, la relation entre experts et direction est plus sereine et plus ouverte grâce à la mixité, car le management au féminin est davantage fondé sur des logiques de partage que sur des logiques de pouvoir. Deuxièmement, dans notre cœur d'activité, la mixité constitue un gain indéniable. La présence de femmes amène des expertises et des sensibilités supplémentaires qui étonnent et séduisent les commanditaires. La conséquence concrète est que la mixité des expertises favorise un développement plus rapide de la société et dans des secteurs nouveaux inaccessibles à une société masculine. Dans le secteur de la formation de perfectionnement supérieur, qui est le cœur d'activité de l'Institut Thémis, passer des messages forts pour améliorer le management ou le leadership, parfois rudes d'auditeurs très expérimentés, parfois ça passe pas très bien avec des hommes, et de façon assez miraculeuse, ça passe bien quand il s'agit d'experts féminins. Troisièmement, à l'international, la mixité de l'Institut valorise son image. À l'heure des anniversaires des résolutions de l'ONU dont je parlais tout à l'heure, sur l'intérêt de la mixité dans les sociétés, passer de la théorie à la pratique valorise substantiellement son image et participe de ce fait au développement de l'Institut. Le fait de positionner l'Institut comme un institut privé naturellement mixte change le regard des commanditaires et ouvre la porte à des formations supérieures qui n'auraient jamais été confiées et même demandées à un institut exclusivement masculin. En conclusion, certes, ce ne sont pas les organisations intervenant sur le terrain qui pourront changer complètement la place de la femme dans la culture locale. Et d'ailleurs, on a dit depuis ce matin que les interventions doivent se faire également dans un certain respect de l'autre. Donc, il n'est pas question de tout révolutionner. De toute façon, on n'en a absolument pas l'ambition. Il n'est pas question non plus de gérer et de résoudre la question de l'égalité femmes-hommes sur la planète, mais dans nos actions sur le terrain, nous représentons la France, un pays ouvert, un pays moderne, et nous devons de donner l'exemple. De plus, en tant que femmes occidentales en position de leadership, au-delà du savoir que nous dispensons, nous donnons à voir à des femmes, et cela peut servir de modèle, ouvrir le champ des possibles à cette moitié de la population qui semble avoir plus d'aptitude à construire la paix que l'autre moitié. Je vous remercie. Merci Gérald. Il est maintenant temps de passer à la séquence des questions. Alors on avait 3 interventions particulièrement denses et intéressantes. Donc on va quand même garder un petit, même si on a un petit peu dérapé, on va quand même garder un petit créneau de questions, d'interaction avec la salle. Pour les questions brèves, là-bas monsieur, une question. Alors merci Mansour, étudiant en intelligence économique. Et ma question se dirige pour Monsieur Juillet. Alors, je suis sénégalais d'origine, parlant 6 langues. Et j'ai l'impression que les petites et moyennes entreprises en France ont un peu une certaine méfiance à ce type de profil international, entre guillemets, que je mettrais entre guillemets. Ne pensez-vous pas que ces entreprises-là devraient faire un certain effort afin d'avoir une prise de conscience sur le fait qu'il existe et que c'est une force, ce type de profil?
Je précise bien les petites et moyennes entreprises. Merci. Oui, alors, c'est vrai, tout à l'heure, moi, parce que c'était le thème aujourd'hui, hein, je vous ai parlé des multinationales qui sont à des degrés divers, mais qui sont toutes, évidemment, puisqu'elles travaillent au niveau mondial ou au niveau du minimum d'un continent, elles investissent, bien sûr, dans tous les domaines et recrutent du personnel capable de travailler dans ces conditions-là. C'est vrai que pour les petites entreprises, c'est beaucoup plus difficile. D'abord parce qu'elles n'ont pas tellement les moyens de recruter. Souvent, elles sont des petites entreprises où pour recruter quelqu'un, il faut avoir à la fois l'argent et l'utilité de la personne. Si une société qui travaille à temps partiel sur l'exportation, elle ne va pas prendre quelqu'un qui fait de l'exportation, sauf si elle a une volonté, si les patrons ont une volonté de se développer à l'exportation, où ils disent on investit, pendant un certain temps il n'aura pas un travail à plein temps, mais ce n'est pas grave, ça va monter en puissance et il l'aura plus tard. Donc c'est vrai qu'il y a de ce côté-là, il y a un déficit, c'est indiscutable. Il y a quand même un grand espoir qui se passe, c'est au niveau des start-up. Vous avez aujourd'hui dans les start-up, en particulier dans certains domaines de pointe, il n'y a pas que le numérique, hein, dans les start-up de pointe de la défense, du numérique, du médical ou d'ailleurs, où là, d'entrée dans les start-up, on sait qu'on va travailler non pas seulement sur la France, mais sur d'autres pays. Alors là, oui, ils recrutent des gens qui ont cette capacité. Donc moi, si j'étais à votre place, mais je ne suis pas à votre place bien sûr, mais si j'étais à votre place parlant cette langue, j'irais plutôt voir les start-up que les PME et que les TPE. Dans ce pays, hein. Ailleurs ça peut être différent. Une autre question dans la salle? Oui, au fond. Bonjour, Bertrand Bouvier du Centre interarmée des actions sur l'environnement. Merci pour vos interventions parce qu'elles nous permettent de penser en dehors de la boîte. D'où ma question, comment peut-on transposer vos enseignements aux opérations? J'ai des éléments de réponse, mais je vous laisserai bien répondre. Transposer les enseignements aux opérations? L'enseignement du monde de l'entreprise, finalement, c'est bien ça? Oui. Dans les opérations, excusez-moi, les trois interventions étaient très, très pertinentes parce que justement, elles éclairent des aspects des opérations qui sont finalement assez concrètes. Je reprends votre intervention, Madame Roche. Par exemple, c'est la relation des femmes avec les équipes sur le théâtre directement. Il y a eu des expérimentations pour mettre en place des équipes tactiques féminines. Même là encore, il y avait des difficultés à transformer l'essai, notamment parce qu'on ne comprenait pas ce que les femmes, dans le cas de la société Touareg par exemple, quelle hiérarchie elles avaient au sein d'elles-mêmes. En l'occurrence, on envoyait des jeunes officiers féminines françaises parler à des matrones et ça se passait pas très bien. Dans le cas de la négociation, Monsieur Juillet, la transposition qu'on pourrait avoir immédiatement, c'est plutôt la notion de KLA qui a été évoquée par le colonel Piot tout à l'heure. C'est dans ce cadre-là que la négociation intervient, enfin, que la donnée interculturelle de la négociation intervient et est particulièrement pertinente. Et enfin, dans le cadre de des règles du jeu, de l'apprentissage des règles du jeu, j'ai plutôt une problématique. C'est que ces règles du jeu, notamment dans le cadre d'un conflit, elles sont en évolution permanente. Et la difficulté, finalement, et aussi la souplesse, c'est qu'on peut... excusez-moi, je cherche mes mots. L'interlocuteur peut comprendre l'erreur beaucoup plus facilement que dans le cadre d'une entreprise en multinationale. Néanmoins, ce que vous venez de nous apprendre, ça nous permet d'éclairer les pratiques et ça permet d'éclairer un certain nombre de problématiques qui se posent directement dans les opérations. C'est pour ça que je me demandais si vous pouviez approfondir. Je vais prendre la parole en premier. Alors en fait, on entend effectivement intégrer plus de femmes, alors en particulier pour les militaires, au niveau de tout ce qui va être mission plutôt de la paix. Pour effectivement, c'est écrit partout, il suffit de le lire, les femmes apportent de la performance. Alors pourquoi ? Il faut savoir quand même que dans les armées, par exemple, on a souvent, les officiers communication sont souvent des femmes, les médecins sont beaucoup des femmes, les infirmières aussi.
Et donc, on a bien entendu que dans le cadre des échanges, des opérations d'interculturalité dont on parle, dans les opérations, on a besoin d'une langue commune, on a besoin d'accéder en fait aux populations et avec des gens qui sont de la communication, avec d'autres qui soignent. Effectivement, on entend bien que probablement ça ouvre des portes, et on le sait. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas se contenter de dire « Ok, ça nous apporte de la performance dans les opérations », mais il faut voir aussi qu'on donne à voir de l'autre côté. C'est ce que je disais, et c'est l'exemple du Libéria, où en fait, on a des femmes, des bataillons de femmes policiers dans le cadre de la mission de l'ONU. Alors, c'était des bataillons faits uniquement de femmes. Et en fait... quand on arrive dans un pays déstabilisé où les femmes ont subi ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de mettre des femmes en interface, elles vont forcément, je ne dis pas qu'elles vont se confier facilement, mais en tout cas sans doute plus facilement, si on met des juristes par exemple, on pourra peut-être mieux réparer. Si on met des médecins, on pourra mieux soigner, etc. Et donc, je ne vous dis pas que c'est facile. Je sais aussi que dans les armées occidentales, on fait, puis on défait, puis on essaye à nouveau, et puis il y a des polémiques. Les Norvégiens veulent le faire, l'ont fait, les Américains l'ont fait, mais reviennent en arrière. Bon, je ne vous dis pas que c'est facile, mais je suis convaincue qu'au-delà d'être un levier de performance sur le moment même où on mène l'opération, je pense quand même que ça permet de toucher l'autre partie de la population dont je parlais tout à l'heure, qu'on ne voit jamais. Alors si dans notre domaine sécurité-défense, parce que quand on regarde même ici à l'Amphifoch, on n'a quand même pas beaucoup de femmes présentes aujourd'hui, on le sait. Alors si du côté de l'interface qui est censé être alors le dominant dont on a parlé ce matin, le plus ouvert, le plus moderne, déjà on ne montre pas une image qui correspond à la réalité de la population. Et si de l'autre côté, on ne touche que la moitié de la population, de toute façon, on perdra en efficacité. Ça, j'en suis convaincue. À titre personnel, et puis bon, il n'y a pas que moi, il y a quand même un tas de rapports de l'ONU qui le disent, qui le prouvent. Mais je ne dis pas que c'est facile à mettre en œuvre. Oui, juste pour vous avez évoqué les Touaregs. Alors, pour les Touaregs, c'est très simple. Depuis 1000 ans, il y a quelque chose ça, c'est la culture qu'il faut savoir avant d'aller là-bas. Depuis 1000 ans, ce sont les femmes qui sont les chefs dans les tribus touaregs de toutes les familles. C'est contrairement à notre société occidentale, ce sont des matriarcats. C'est une vieille société qui date de presque de la préhistoire. L'homme, il est là pour chasser, pour se battre, pour faire des rezous. Il est fait pour aller ailleurs, pour garder les trucs. Et la femme, c'est elle qui gère tout. C'est elle qui choisit son mari. On l'oublie toujours en pays touareg. Alors évidemment, si vous arrivez avec une image occidentale, que vous soyez homme ou femme, vous allez vous planter parce que vous n'avez pas du tout compris la problématique qui est la leur. Et ça explique d'ailleurs aussi un des problèmes qu'il y a par rapport à la religion islamique, enfin l'islam, puisque par rapport à l'islam, la civilisation touareg est en opposition avec l'islam traditionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui se passe est assez étonnant en définitive et prouve qu'on a complètement pris le problème à l'envers. Peut-être rajouter quelque chose. Je pense qu'on ne peut changer les choses dans d'autres pays que si on part de leurs valeurs locales. Deux exemples qui me viennent à l'esprit. On a été chargé d'implanter un système de valeurs d'une multinationale française dans leurs filiales, en particulier Russie, Roumanie, etc. Si vous débarquez dans ces pays-là en disant aux gens « on va vous apprendre ce qui est éthique et ce qui n'est pas éthique », vous êtes fichus. Par contre, si vous faites réfléchir les gens sur leur propre système moral, et qu'ensuite vous leur démontrez que votre code éthique correspond à leur système moral, là vous avez gagné, vous avez une adhésion immédiate. Pour reprendre un exemple africain, j'ai été soufflé par le fait que si vous prenez un pays comme la Guinée-Conakry, par exemple, 95% des femmes sont encore excisées, au Burkina Faso, 0. J'ai demandé à mes collègues burkinabés, enfin à mes clients burkinabés, comment est-ce que ça s'était passé. C'est assez fascinant parce qu'on a des choses à apprendre de ces gens-là en termes de management du changement. Premièrement, ils ont fait venir des troupes de théâtre dans les villages. Ils ont donc utilisé la technique du griot, de la communication verbale. Deuxièmement, ces troupes de théâtre n'ont pas dit « l'excision c'est mal ». C'est-à-dire ils ne sont pas partis d'un principe éthique. Ils ont dit l'excision, ça blesse les petites filles et ça risque de les infecter et de les faire mourir. Ce qui est un argument extrêmement fort en Afrique, où on est extrêmement doux et on ne veut pas faire mal aux gens.
Et ensuite, ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui facilitera une exclusion prendra 4 ans de prison. Et ils ont mis les chefs de village en prison. En une génération, ça a été éradiqué. Et donc, quand vous partez des valeurs locales et que vous savez les utiliser, communication verbale, comme les griots, utilisation non pas de l'éthique, mais du risque sanitaire, etc., vous gagnez. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions. Je vais appeler le panel suivant à monter sur l'estrade. Merci à vous.